Et salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons, une fois n'est pas coutume, jouer à des jeux de société et des jeux de plateau. Là, en l'occurrence, on va tester quelque chose. On va partir sur le jeu Gloomhaven, mais la version Les Mâchoires du Lion. Ce jeu Gloomhaven, Les Mâchoires du Lion, c'est la version, on va dire, allégée de l'énorme boîte Gloomhaven que j'ai là-bas au fond dans le noir, par là, là. Donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, eh bien, c'est tout simplement de vivre ensemble la campagne de ce Mâchoire du Lion. Donc là, pour tout vous dire, tout est prêt à jouer, tout est installé. Il reste plus qu'à aller jouer, tout simplement. Donc écoutez, je vous invite à s'installer et on va commencer cette aventure. On va commencer l'aventure à partir du premier scénario de cette boîte de jeu. Il faut savoir un truc un peu particulier sur cette boîte de jeu, c'est qu'elle intègre un tutoriel pour apprendre à jouer, chose que ne fait pas la grosse boîte et qui est un énorme défaut parce que dès le premier scénario de la grosse boîte, donc du jeu Gloomhaven, on va dire le premier du nom, ça vous demande de maîtriser l'ensemble des règles du jeu et il y a beaucoup de mécaniques, il y a beaucoup de ressources à gérer. Et dès la première fois, dès la première partie, c'est assez plombant. Donc là, dans ce Mâchoire du Lion, ils ont eu la bonne idée d'introduire 5 scénarios qui sont des scénarios tuto, dont le tout premier scénario qui au final est juste là pour apprendre à jouer, mais ne rapporte rien, ni XP, ni or. C'est pas grave, on va quand même le faire parce qu'il permet au moins d'introduire la campagne du jeu. Allez, on se retrouve de suite sur le plateau de jeu. Et nous y voilà. Bon, alors, comme vous pouvez remarquer déjà, le plan de vue a un tout petit peu changé. En effet, nous ne sommes pas sur un plan dit top shot ou zénithal parce qu'en fait dans ce jeu, les méchants sont représentés par ce qu'on appelle des standees, c'est-à-dire ce sont des petites tuiles en carton, hein, au final, sur lesquelles on a l'impression du méchant. Le problème des standees, c'est que forcément, avec une vue d'en haut, ben, on ne voit que la tranche, et donc on ne sait pas qui c'est. Ça peut être n'importe quel ennemi. Là, sur ce scénario, vous allez voir, on n'a qu'un seul type d'ennemi, mais sur d'autres scénarios, on peut avoir différents ennemis. Tout ce qu'on voit, c'est le socle, et on ne sait pas qui c'est. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'en mettant comme ceci, on aura quand même une vue représentative des ennemis. Alors, bien évidemment, il faut que je les mette face à moi, parce que si je vous les mets de profil, eh bien, on a le même problème, on ne voit que la tranche. Ce qui ne posera pas de problème avec les figurines des personnages, puisque elles, par contre, elles sont bien représentées par des figurines. Autre situation un peu particulière, vous voyez que sur le plateau, je n'ai pas installé tout ce qui est, on va dire, les fiches des monstres, les cadrans des monstres. Tout ça est contenu dans la boîte, je ne les ai pas. Nous n'avons pas non plus les cadrans d'XP et de points de vie des personnages. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai décidé que pour ces suites de vidéos, nous allons plutôt utiliser ceci, qui est un utilitaire qui permet tout simplement d'avoir un récap de nos personnages, de leurs points de vie, des monstres, et même tout ce qui est les cartes, comme ceci, des personnages, donc des ennemis. Ces cartes-là, de la même façon, on ne va pas les utiliser. Parce que là, en fait, avec ces cartes-là, hop, on tirait la carte, on retournait, tiens, il faisait son action. Et bien, en fait, tout ça sera géré par la petite application qui est à côté. Alors, je sais que pour certains, c'est une hérésie d'utiliser une application pour faire du jeu de société. Mais là, en l'occurrence, vu tout le matériel du jeu, c'est justement quelque chose qui va nous alléger et nous permettre d'aller un peu plus vite dans la résolution tout simplement de la mécanique de jeu et dans la résolution de la campagne. Alors, ici, vous voyez, on a le premier scénario qui est présenté. Ça, c'est le livre des scénarios. Dans le livre des scénarios, nous avons ici l'ensemble des scénarios de la campagne de Gloomhaven, les Mâchoires du Lion, avec l'introduction, et pour chaque scénario, ici, on va retrouver donc l'introduction, les règles spéciales s'il y en a, et la conclusion une fois qu'on a terminé. On essaie de ne pas lire évidemment la conclusion, hein. L'objectif c'est quand même de ne pas se spoiler cette partie-là. Je pense pas qu'à la caméra de toute façon ça soit lisible parce que je filme pas en 4K, donc ça devrait le faire. Bon,
Le jeu vous est fourni avec ici euh, une petite bande dessinée qui vous explique un petit peu pourquoi on est arrivé jusque-là et qu'est-ce que les personnages doivent faire. Donc voilà, il y a un peu de combat, etc., etc. Voilà, on nous explique un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est plutôt sympa, hein. Au final, on a une petite BD qui permet de nous introduire l'intro du jeu. Enfin voilà. Faut imaginer comme dans un jeu vidéo, vous avez une intro d'ouverture, et ben là c'est sous forme de BD dans le jeu, donc plutôt très sympa. Il est bon de revenir au Lion Assoupi après une quinzaine de jours à remonter et descendre la rivière. Ah ouais, 15 jours ils sont partis, mais putain. À descendre la rivière et à suivre une piste qui menait nulle part pour retrouver un forgeron disparu. Vous pouvez presque sentir la chaleur du foyer de l'auberge alors que vous apercevez les murs de Havre Nuit. Vous êtes presque chez vous. Pour être honnête, il n'y a pas que le forgeron. Un nombre alarmant de personnes ont disparu dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Mais en général, c'est sans conséquence. Juste une pauvre âme de plus oubliée ici à la lisière de la civilisation. La femme du forgeron, Sandy, a cependant réussi à rassembler assez d'or pour vous engager pour retrouver son mari. Vous ne savez pas d'où venait l'argent, mais peu importe. Vous supposez que cela n'a pas dû être facile. Ce qui rend doublement douloureux votre retour en ville les mains vides. Il est vrai que Sandy a été un peu légère sur le paiement. Mais vous êtes les Mâchoires du Lion, l'un des groupes de mercenaires les plus connus dans le cloaque qui n'a de ville que le nom. Ça ne peut sûrement pas faire de mal de donner dans la charité de temps en temps. Un bon d'engagement maintient une réputation, après tout. C'est la raison pour laquelle vous voulez vraiment aller au fond des choses et ne pas retourner chez la veuve avec rien d'autre que des ampoules aux pieds. Vous ne devriez probablement pas la qualifier de veuve en face. Du moins, pas tant que le sort du forgeron n'a pas été confirmé. Cependant, comme aucun des disparus n'est revenu, les perspectives sont peu engageantes. Alors que ces pensées joyeuses vous traversent l'esprit, vous remarquez un mouvement devant vous. Vous sortez immédiatement vos armes. Le soleil est déjà bas dans le ciel, réduisant la visibilité. Mais vous pouvez clairement distinguer quelques barricades branlantes en bois bloquant la route. Évidemment, alors que vous vous approchez prudemment, des Vlermings surgissent de derrière les obstacles, brandissant des épées rudimentaires et des bâtons pointus. Vous devez avouer être assez fatigué du voyage de la journée. Mais quand même, ces gros rats ont vraiment choisi de tendre une embuscade au mauvais groupe de voyageurs. Après tout, vous êtes les Mâchoires du Lion. Vous êtes toujours prêts à montrer que vous n'y allez pas par 4 chemins quand on ose vous menacer. Récompense, nouveau lieu, embuscade au bord de la route. Pour cette aventure, j'ai décidé de partir avec 2 personnages. On va partir avec le lanceur de hache et le garde rouge. Pourquoi ces 2 personnages-là? Eh bien tout simplement parce qu'on a le garde rouge qui fait plutôt office de tank. Il va avoir des mécaniques plutôt de contrôle des ennemis et c'est plutôt pas mal. Et pour autant, il n'est pas en reste sur la partie DPS. Et on va avoir le lanceur de hache qui est plutôt, comme son nom l'indique, un personnage à distance. Il peut malgré tout taper au corps à corps, mais il a pas mal de déplacements et surtout il se met en position pour lancer ses haches et attaquer à distance. Pas trop de contrôle sur ce personnage, mais c'est un perso que j'aime beaucoup jouer, je trouve très agréable. Comment que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, hop, on ouvre ceci, on a l'embuscade qui est ici, avec les différents Vlermings, on a l'information de l'embuscade au bord de la route. Autre chose qui peut être très intéressante et très pertinente, c'est que ici, on a la possibilité, si je fais comme ceci, comme cela, par ici, par là, carte globale, voilà, paf, paf, voilà, tac. Donc, nous sommes ici, en fait, premier scénario, là, c'est la ville, et, alors, je sais pas si on voit ma souris, ici, on la voit. Et donc, on est ici. Tadam, embuscade au bord de la route. Donc, premier scénario. Ok, l'embuscade. Très bien. Hop, hop, allez, on y va. Donc, on fait choisir le scénario. Hop, scénario numéro 1. Pam. Alors, on peut voir sur le plateau que tout est déjà en place grâce à ce livret. Très pratique, hein, d'ailleurs. Ici, on peut voir que les bords verts, ce sont des obstacles. Ici et ici. Les obstacles, nous ne pouvons pas les traverser à pied, mais par contre, on peut tirer au travers. Donc des flèches, des arcs, voilà. Si on a des attaques à distance, on peut passer au-dessus.
Les obstacles, on peut aussi les traverser à partir du moment où on a une capacité de saut. C'est-à-dire que sur les cartes qui sont là, on peut avoir des fois des capacités, dont certaines capacités qui disent saut. Donc c'est-à-dire que le personnage peut sauter, on peut sauter au-dessus d'un obstacle. Donc, comme on est avec deux personnages, ici on peut voir qu'on a des graduations. Les graduations des monstres ici sur leur position de départ, c'est tout simple. Première case, 2 joueurs. Deuxième case, 3 joueurs. Dernière case, 4 joueurs. Donc, au final, ça fait monstre normal pour 2 joueurs. Monstre normal pour... hop, 2 joueurs ici. Là, à 2 joueurs, il n'y a personne. Là, à 2 joueurs, il n'y a personne. On a, hop, un comme ça ici. Et on a un élite, celui-là, qui est ici. Voilà. Donc là et là, nous n'avons pas de ennemis. Le 2. Alors là, je les ai mis un peu dans le désordre, c'est un peu le but dans ce jeu. Il y a 6 standees pour les monstres, mais là, vous voyez, on n'en utilise que 4. Et en fait, on les mélange. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur tour d'activation est géré par leur numéro. Donc du coup, le premier qui s'active, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est celui qui est là. Vous le voyez pas forcément parce que c'est écrit en petit. Mais celui-ci, c'est bien le numéro 1. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça. Position de départ de nos personnages, on va se mettre ici. Pour ce scénario d'introduction, les personnages ne vont jouer qu'avec des cartes marquées d'un petit A. Donc les cartes des personnages ont des encadrés bleus, parce que ce sont des cartes de tuto. Donc là, elles sont notifiées d'un petit A. Là, on a un petit A, un carré bleu, parce que ce sont des cartes tuto. On n'en a que 6 pour ce scénario. Donc ce scénario-là ne se joue qu'avec ces cartes-là. Eh bien écoutez, on va y aller. Donc lui, hop, il fait pas partie de la team. Tac, on est comme ceci. Et c'est parti. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est vous lire la petite introduction. Le chemin du retour à Œuvre-Nuit a été long. Et maintenant, se faire attaquer par des vermilings, alors que tout ce que vous voulez, c'est un repas chaud et un lit douillet, eh bien, ça met en rogne. Suffisamment en rogne pour vouloir vous débarrasser de ces créatures galeuses avant de vous effondrer d'épuisement. Bien sûr, les vermlings ont d'autres projets. Ils baragouinent à propos de votre or et de votre carcasse. Des méchantes bestioles. Vraiment. Mieux vaut ignorer leurs divagations et en finir rapidement. Règle spéciale. Assurez-vous que la main de départ de chaque aventurier est constituée de ces 6 cartes marquées d'un A. Donc ça, c'est bien ce que je vous disais ici, les cartes marquées d'un A. Les pillards vermlings agiront à initiative 50 à chaque round. Ils déplacent d'abord de leur valeur de mouvement de base de 1, puis, si un aventurier est adjacent, ils attaquent avec leur valeur d'attaque de base de 2. Donc, on en est là, et c'est parti. Donc là, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on prend nos personnages, on regarde leurs cartes, donc on va prendre le garde rouge en premier, on regarde les cartes du garde rouge, et on regarde ce que ça fait. Donc, là, l'objectif de scénario, éliminer tous les adversaires, donc on va pas se prendre la tête, on va attaquer. Le garde rouge étant un corps à corps, on va sauter sur le premier vermling qui est à notre portée. Comment ça se marche Gloomhaven? Eh bien tout simplement on a des cartes comme ceci qui ont des capacités hautes et des capacités basses. À notre tour, on va sélectionner 2 cartes. Et ensuite, on va jouer la capacité haute d'une carte, et si on a joué la capacité haute d'une carte, on joue la capacité basse de la deuxième carte qu'on a choisie. Et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je cherche, c'est ou soit un déplacement et une attaque sur ce verming, ou soit je l'attire vers moi et je l'attaque, ou soit je peux l'attaquer à distance. Donc on va voir ce qu'on nous propose. Là, ce que je vais regarder, c'est les parties basses. Donc déjà, ici, j'ai un soin, ça c'est très bien. Déplacement de 4, déplacement de 3, une attaque sur la partie basse, c'est assez rare, et là c'est pas mal. Déplacement, attaque. La plupart du temps, sur les parties basses, c'est plutôt réservé à des actions un peu de mouvement, de ramassage d'objets, etc. Donc c'est surtout... ou de soins, comme là on peut le voir. Donc c'est des trucs plutôt secondaires. C'est la partie haute qui est la plus intéressante généralement, qui va être des attaques et tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, l'attaque, elle est corps à corps. Donc, on va regarder maintenant en haut. On a une attaque de 2, cibler tous les adversaires adjacents, pas mal. Attaque de 2, portée de 2 avec une immobilisation, ça c'est sympa. Attaque de 3 à portée de 2, sympa. Attaque de 3 avec immobilisation. Attaque de 3 avec confusion. 2 adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Très bien. Donc, on n'a pas la possibilité d'attirer le monstre vers nous. Du moins, pas encore.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tout simplement un déplacement et une attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu au niveau des compétences qu'on a ici. On va prendre cette carte-là pour faire un déplacement de 3, même si un déplacement suffirait, mais après je peux très bien m'avancer, me mettre par là ou là, par exemple. Ensuite, on va le faire tout simplement attaquer au corps à corps. Cibler tous les adversaires adjacents. Donc là, c'est une attaque qui tape tout le monde, donc autant la garder pour un peu plus tard au cas où. Ça, c'est des attaques à portée. Attaque 3 avec confusion. Allez, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, hop, on met ces cartes de côté. Ça, ce sont les actions que lui va effectuer. Alors, on peut voir qu'on a des numéros aussi sur ces actions, donc 14 et 90. C'est tout simplement l'initiative. Là, avec ces deux cartes, je peux choisir ou soit d'avoir une initiative de 14, ou soit une initiative de 90. Ça peut être intéressant dans certaines situations où je souhaite jouer en dernier. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt envie de jouer en premier, donc je prendrai 14 comme initiative. Donc ça veut dire que mon personnage va s'activer à 14 d'initiative. On va regarder le lanceur de hache. Bon, le lanceur de hache, on va surtout attaquer à distance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque de 3, portée de 3, un soin, une attaque au corps à corps, attaque de 2, portée de 3, attaque de 3, portée de 3, attaque de 1, portée de 3, mais sur attaque à 1 de dégâts, portée 3, mais sur 3 cibles différentes, et on met de la confusion, ok. On reprend la même chose. Déplacement de 2, tous les adversaires adjacents subissent un dégât, ok, en se déplaçant il fait des dégâts. Immobilisation, cible un adversaire adjacent, et ensuite on se déplace, donc là on prend la fuite. Ajoutez 1 d'attaque à toutes vos attaques se rendent, ça c'est pas mal. Déplacement de 4, déplacement de 5, déplacement de 3. Voilà, donc c'est plutôt un perso qui se déplace pas mal. J'ai pas spécialement besoin de me déplacer. Parce que là, je peux attaquer à distance et ensuite, on va laisser venir les autres. Donc, je pense que je vais tout simplement faire une attaque de 3, portée 3. Donc, 1, 2, 3. Là, ça touche. Donc, on peut partir sur ça. Et en partie basse, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être pas mal? Je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là parce qu'en fait, elle a une grosse initiative. Et là, elle est compensée par mon 24. Donc, du coup, alors, comment ça se passe? Ici, j'indique l'initiative de mon personnage numéro 1, qui est de 14. Ensuite, ici, on va avoir l'initiative de mon personnage numéro 2, qui est de, on a dit, 24. Donc, hop, 24, paf. Donc, 14, 24, très bien. On pioche l'initiative des Vermings. Les Vermings sont à 50, c'est ce qu'on nous avait dit. Sauf que là, ils font un déplacement de 1 et une attaque à 2 de dégâts. Donc là, potentiellement, ils cibleraient notre ami le garde rouge. On va juste noter leur numéro. Donc, l'élite, c'est le numéro 3. Hop. Celui qui est devant moi, là, c'est le numéro 5. Celui qui est derrière l'élite, c'est le numéro 1. Et celui qui est tout au fond là-bas, c'est le numéro 4. Ça, encore une fois, ça va déterminer leur ordre d'activation. C'est toujours le 1 qui joue en premier, parce que eux, les monstres, ils ont tous la même initiative, donc du moins la catégorie de monstres, là en l'occurrence les pillards vermling, ils vont tous se déplacer en même temps. Donc comment on définit? En fait, c'est leur numéro. Donc c'est d'abord l'élite, s'il y avait 2 élites, l'élite qui a le plus petit chiffre, et ensuite les communs. Donc l'élite en premier, et ensuite le 1, 4 et 5. Ok? Eh bien, on y va? Donc alors, le garde rouge s'active en premier. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se déplacer. Il va se déplacer avec cette action basse ici. Il va faire un déplacement de 1, 2. Je me mets ici. Alors, je pourrais m'avancer un peu plus, mais finalement, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Pas sûr. Ok, donc ça, c'est son déplacement ici. C'est défaussé. Et maintenant, je vais faire une attaque de 3 avec confusion. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on tire une carte avec le personnage. Donc là, on va le faire avec l'application encore une fois. J'ai mes cartes ici, je tire une carte. Hop, hop, plus 0. Très bien, donc je lui fais 3 de dégâts. Donc le verming numéro 5. Le 1, 2, 3, 5, hop, il est là. 5, c'est ici. 1, 2, 3. Voilà, paf. Donc voilà, donc notre garde rouge a joué, il s'est déplacé, il a attaqué, il lui a fait 3 de dégâts. Par contre, il lui a ajouté la confusion. Donc on va lui ajouter, hop, confusion.
Qu'est-ce que ça dit la confusion? Des avantages sur toutes ses attaques. Suppression à la fin de son tour. Donc ça veut dire que s'il attaque, il est confus, donc il va devoir tirer 2 cartes modificateurs d'attaque et prendre la plus mauvaise. Pour autant, notre lanceur de hache, la première chose qu'on va faire, c'est on va tout simplement faire son attaque à portée, donc l'attaque à distance, et ensuite on avisera pour le déplacement. Donc attaque à 3 de portée, on a vu qu'on était pile à 3 de portée. Donc lui pareil, il va lancer sa carte pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Hop, hop, moins 1. Donc 3, moins 1, 2 de dégâts. Donc il lui fait bam, bam, 2 de dégâts, le monstre est mort. Et voilà, et lui, il s'est fait tuer. Donc ça, c'est joué. Hop, on va le mettre comme ça parce que c'est pas perdu, mais simplement défaussé. Et du coup, on va jouer ici, juste un déplacement de 2. On va faire 1, 2 et se mettre là. On va juste s'avancer un tout petit peu. Tac, les 2 cartes sont jouées. Fin des personnages, il reste les vermlings. Donc les vermlings, on a dit, qu'est-ce qu'ils font? Un déplacement de 2, attaque de 2. Donc on commence par l'élite, qui se déplace de 2, 1, 2. Il n'est pas à portée, c'est tout ce qu'il fait. Donc ensuite le numéro 1, 1 le suit, 1, 2. Celui-là, il a des obstacles, il est obligé de faire le tour. 1, 2, il se met là. C'est tout. Fin du premier tour. Tour suivant. Toutes les unités n'ont pas joué. Bah si, celle-là, elle a joué, c'est bon. Tac, tac. Ok. On reprend nos paquets de cartes et on regarde qu'est-ce qu'on fait. Donc là, maintenant, on a des ennemis, dont l'élite qui est un peu plus proche. Donc là, je pense que le garde rouge, on va l'avancer. Je pense que je vais faire, hop, ça. On va le déplacer, on va le mettre à 4, 1, 2, 3. On peut se mettre ici, par exemple. Comme ça, j'ai les 2 à portée. Et taper sur l'élite en priorité, donc ici, avec une attaque. Donc je déplace de 4 et j'attaque à 2, cibler tous les adversaires adjacents. Donc on tape les 2. On est à 38 d'initiative avec lui. Donc on va noter son initiative qui est à, donc on a dit 38. Ok, le lanceur de hache qui est là. Lui pareil, il n'a pas spécialement besoin de se mettre au corps à corps. On va faire ça. Portée de 3, 1, 2, 3. Il bouge pas. Il va simplement attaquer le vermine qui est là. Là c'est assez prévisible puisqu'on sait qu'ils ont 50 d'initiative. Donc en faisant ça, je me mets à 35, il attaque en premier. Il fait... je vais renforcer mon attaque pour faire plus 1 et l'attaquer à distance. Ok, donc lui en termes d'initiative, on a dit, à 35. Ok, donc on pioche les cartes des vermlings. Ok, pareil, déplacement de 1, attaque de 2. Très bien. Ben c'est parti, donc c'est le lanceur de hache qui commence. Lanceur de hache, comme on a dit, pas besoin de se déplacer. Il renforce 1 à toutes vos attaques ce round, donc il se renforce. Donc ça fait 3 plus 1, 4, à 3 de portée. Donc il attaque le vermine élite qui est là. Plus donc son modificateur, paf, paf, moins 1. Bon, ben, il fait 3. Donc lui, il prend 1, 2, 3 de dégâts. Ok, c'est joué. Du coup, le garde rouge va se déplacer. Donc je lui fais un déplacement de 4 sur cette carte. Hop, 1, 2, 3, ça suffit, 3, pas besoin d'aller jusqu'à 4. Et là, c'est 2 de dégâts, cibler tous les adversaires adjacents. Donc on commence par l'élite. Donc là, on va tirer 2 cartes, puisqu'on va taper 2 fois. Donc l'élite en premier, tac, tac, moins 1. Bon, ben on lui fait que 1 de dégâts. Donc lui, hop, 1 de dégâts. Et ensuite, le numéro 1 qui est juste à côté, on tire une autre carte. Plus 1 de dégâts. Donc lui, par contre, il prend 3 de dégâts. Donc c'est le numéro 1. Celui-là, on lui met 1, 2, 3. Hop. Maintenant, c'est au tour des vermlings. Alors évidemment, bah, ils sont devant. Donc le vermling en jaune attaque le garde rouge. Donc là, c'est la même chose. On prend le paquet modificateur. Donc attaque de 2. On tire la carte. Moins 1. Hop, il lui fait 1 de dégâts. Donc notre garde rouge a pris 1 de dégâts. Comment je gère les points de vie de ça? Hop, hop. Paf. Moins 1 pour le garde rouge. Paf. Lui, il a joué. Et lui aussi.
Ensuite, le petit 1 attaque aussi, modificateur. Moins 2, bah, il lui fait 0. Donc du coup, là, il lui fait pas de dégâts. Puisque 2 de dégâts moins 2, ça fait pas de dégâts. Et ça, c'est joué. Paf, donc tout le monde a joué. Tour suivant. Là, il nous reste 2 cartes, donc on n'a pas trop le choix de les jouer. Donc là, je vais les présenter et on va voir dans quel ordre on les fait. 41, 63, 25, 18. Bon, bah écoutez, on va pas s'embêter la vie déjà. On va leur mettre leur initiative qui est leur plus basse, donc 41 pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? 41 pour lui, et lui on a dit 18, donc ce sera forcément le lanceur de hache en premier. Et donc on va piocher les cartes du Vermling. Paf. Un déplacement, 2 t'attaques. Ah merde, d'ailleurs lui, on l'a pas fait jouer. C'était combien? C'était 1 ou 2 de déplacement? Je crois que c'était 1, mais je suis pas sûr. Alors, le lanceur de hache en premier, qu'est-ce qu'il fait? Là, en haut, c'est un soin, ça m'intéresse pas des masses. Et là, c'est une attaque au corps à corps. Donc, déplacement de 5 et une attaque au corps à corps. Pourquoi pas? On va faire 1, 2, 3. On va se mettre ici. Et on va attaquer l'élite. Donc, 3 de dégâts. Il a 6 points de vie, donc ça ne le tuera pas. Mais on va voir. Donc, hop, on prend son modificateur d'attaque. Plus 1. On lui fait 4 de dégâts. Pas mal. 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 2 points de vie. Et voilà, c'est tout ce qu'il a fait. C'est juste déplacer, attaquer au corps à corps avec sa hache. Quant à lui, ben, on va pas s'embêter la vie, on va faire ça, qui est très bien. Deux adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça dit très bien, aucune carte modificateur d'attaque n'est piochée pour ces dégâts. Ce sont des dégâts bruts, c'est pas une attaque, c'est un dégât brut. Donc, on va tout simplement faire ça, puisque nos 2 adversaires qui sont pile devant nous ont justement 2 points de vie. Donc, on active ça. Donc, lui, il prend 2 de dégâts. Il est à 0, il est mort. Celui d'à côté, il prend 2 de dégâts. Il est à 0, il est mort aussi. Il ne reste plus qu'un Vermling, c'est celui de là-haut. Paf! Sauf qu'ici, ça me dit attaque, 2 de dégâts. Un adversaire adjacent subit 2 de dégâts, plus modificateur. Hop, eux, ils sont morts. Sauf que là, il n'y a plus personne. Donc, je vais pouvoir utiliser la capacité, on va dire, native de cette carte, qui est ici, un déplacement de 2. C'est-à-dire que si je ne veux pas effectuer l'action qui est en haut ou effectuer l'action qui est en bas, je peux très bien, ici, prendre les actions natives hautes ou basses de la carte. Et là, en l'occurrence, c'est juste un déplacement de 2. Donc, je vais me déplacer de 2 pour faire 1, 2, et venir ici, sur l'ennemi. Il va m'attaquer, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que au final j'ai encore pas mal de points de vie. Donc là, ça c'est ok. Donc lui c'est joué, lui c'est joué. Il reste donc le Vermling qui se déplace de 1, paf, il se met là. Et il m'attaque de 2 de dégâts, donc plus modificateur, c'est-à-dire plus 1. Donc tu lui fais quand même 3 de dégâts, ce qui est assez énorme au début du jeu. 1, 2, 3. Parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, donc là il lui reste 6 PV. Voilà. Comme on peut voir, je n'ai plus de cartes actives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle un repos court. Un repos court, c'est quoi? C'est on mélange les cartes de nos personnages. Hop, on mélange ça assez rapidement. Oups là, j'en ai fait tomber une. On va essayer de ne pas tricher. Donc on remélange. On en prend une au hasard. Tac. Celle-là. Donc c'était quoi? C'était l'attaque de 2 sur un 3 de portée sur 2 cibles. Et celle qui ajoutait plus 1 à toutes nos attaques. Elle était cool. Mais elle est perdue. Elle n'est pas défaussée, elle est perdue. Je ne pourrai plus jamais l'utiliser dans ce scénario-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, en main, je n'ai pas 6 cartes, mais 5. Sauf qu'on les joue toujours 2 par 2. Donc 2 par 2, 2 par 2. Si à la fin, il ne m'en reste plus qu'une, je ne peux pas jouer. Donc on refait un repos court, on en revire une, et il en reste plus que 4. Etc, etc, etc. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes pour jouer. À partir du moment où on n'a plus de cartes pour jouer, ou s'il n'en reste plus qu'une dans notre main, eh bien le personnage est ce qu'on appelle épuisé, c'est comme s'il était KO. Et il ne peut plus jouer. Donc en fait, on a une limitation de temps pour pouvoir jouer à ce jeu. En termes de stratégie, c'est très important, parce qu'en fait, ce sont les cartes que nous avons en main qui vont déterminer le nombre de tours que nous allons pouvoir effectuer. Hop. Round suivant. Allez, c'est parti. Ah non, mince, j'ai oublié de faire le repos court du garde rouge.
repos court, tac, 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 hop. On enlève celle-là, c'était quoi? Deux adversaires adjacents subissent 2 dégâts. C'était pas mal, mais c'est perdu. Alors les cartes perdues, je vais peut-être pas forcément les mettre comme ça. Je vais les mettre un peu plus au loin, parce que là, je vais me confondre les trucs. Lui, sa carte, je vais la mettre là, et lui, sa carte, je vais la mettre là. Voilà, ça, ce sont leurs défausses de cartes perdues. Le jeu nous indique ici de mettre les cartes actives, les cartes perdues, les cartes défaussées. C'est très bien quand on est plusieurs. Quand on est en solo, je suis pas forcément sûr que ce soit pratique. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, le garde rouge, il va tout simplement attaquer au corps à corps. Ça me semble plutôt pas mal. Attaque 3 avec confusion, ça c'est bien. Par contre, 90 d'initiative, donc on va essayer de compenser avec une autre carte qui a moins. Donc là, par exemple, 64, 63, 87, ça impliquerait que le monstre attaque avant nous. C'est pas mon but, donc je vais pas jouer celle-là. On va prendre celles qui sont là. Et celle-là me paraît pas mal, 38. Pourquoi? Parce que là, j'ai attaque 2, attaque 3. Techniquement, ça le tue, puisqu'il a que 5 points de vie. Donc on va mettre ça. Et pour notre lanceur de hache, qu'est-ce qu'il nous propose, le lanceur de hache? Donc lui, il est à portée. Il peut attaquer avec ça c'est pas mal. Ça, c'est pas utile. Déplacement de 2, bon allez. Ça n'a pas forcément de grand intérêt, mais je vais faire comme ça. Donc lui, il va se mettre à 35. 35. Le garde rouge, on a dit qu'on était à 38. Donc il jouera après le lanceur de hache, mais c'est pas grave. On prend une carte pour eux, c'est toujours la même. Du coup, c'est le lanceur de hache qui attaque en premier. Il attaque à 3. 1, 2, 3. Pas besoin de se déplacer. Il fait 3 de dégâts, 3 de portée. Très bien. Donc pareil, on tire une carte pour voir ce qu'il fait. Et il fait plus 1, ce qui fait 4 de dégâts. Donc c'est énorme. 4 de dégâts, il lui reste 1 point de vie. Et ensuite, il pourrait se déplacer. Donc déplacement de 2. Ça sert à rien. Donc on va le mettre là juste pour la frime. Mais ça sert à rien. De toute façon, je pense que là, hop, c'est défaussé. Le garde rouge va terminer le travail. Donc, hop, hop, il a joué son tour. Le garde rouge, qui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une attaque 2 de dégâts. Non, attaque 3 de dégâts avec confusion, ça c'est mieux. Donc 3 de dégâts avec confusion, donc paf, on tire la carte. Moins 1, ça fait 2. Puisque c'était 3 de dégâts. Bam, bam. Moins 2, donc le monstre est mort. Voilà. C'est finito pipo pour les monstres. Bam, celui-là, il est parti. Là, techniquement, comme j'ai fait cette attaque qui est ici, j'ai encore ma carte qui est là. Et techniquement, je peux finir le round en utilisant ma dernière action. Là, c'était attaque 2 ou alors déplacement 2. Je pourrais faire 1, 2 de déplacement. Imaginons, là, il y avait une pièce, je pouvais aller la chercher, finir mon tour, fin du scénario. Donc j'ai quand même possibilité de finir mon tour. Et si d'autres joueurs n'avaient pas joué, ils peuvent jouer leurs 2 cartes, même si c'est la fin du scénario. Et chacun finit son tour avant de conclure, on va dire. Voilà, vous avez vu un peu les mécaniques de jeu, vous avez vu comment ça se joue avec l'application. On va faire juste la conclusion du scénario et on fera la conclusion de cette vidéo juste après. Vous essuyez le sang du dernier vermine de votre visage. Vos pensées repartent vers le lion assoupi. Ils ont sûrement préparé un ragoût à l'heure qu'il est, bien chaud, réconfortant, juste derrière les portes de la ville, si proche que vous pouvez déjà sentir le goût. Mais une autre pensée surgit ensuite. Il est tout à fait inhabituel, voire gonflé, pour une bande de vermines d'opérer aussi près de la ville. Pourrait-il être à l'origine de la série de disparitions? Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais cela vaut la peine d'enquêter. D'autant plus que le site de cette embuscade ne semble pas être leur base d'opération. Il y a probablement un nid à proximité. Avec un peu de chance, vous trouverez plus d'informations sur le forgeron disparu. Et un trésor! Un trésor, ce serait bien. Récompense, nouveau lieu, le trou dans le mur. On arrive sur la carte maintenant. On peut voir que ici on a le trou dans le mur qui était là, qui lui est validé. Nous l'avons réussi. Donc maintenant, hop, nous avons accès à le deuxième scénario qui s'appelle un trou dans le mur, qui est tout simplement le scénario de la page suivante.
C'est-à-dire, hop, si je reviens comme ça, tac, on tourne la page, et nous voilà sur le deuxième scénario, un trou dans le mur. C'est une vidéo assez courte, assez rapide celle-ci, pourquoi? Parce qu'en fait le premier scénario c'est vraiment le scénario d'introduction et de tutoriel du jeu. Il introduit quelques mécaniques de jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous achetez le jeu, vous avez ceci, qui est tout simplement le guide des scénarios. Je vais enlever ça. Le guide d'introduction et des scénarios. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous montrer comment jouer. Donc là, on a toutes les étapes une par une avec les cartes, etc. Donc là, les modificateurs, etc., etc. Tout ce qu'on a vu là durant la partie. Règle de scénario numéro 2. Et donc là, le deuxième scénario va nous introduire tout un tas de mécaniques qui sont les pions-monnaies, les tuiles-trésors, les pièges et les portes. Et quelques mécaniques en plus, puisqu'à partir de là, on va pouvoir intégrer de nouvelles cartes à notre mécanique de jeu. Des cartes avec des nouveaux icônes, nouveaux items, etc., etc. Mais on verra ça dans la deuxième vidéo. Voilà. À savoir que cette carte-là, elle est physiquement présente dans le jeu quand on vous l'achetez, avec ici tout un tas d'autocollants à coller sur cette map pour faire évoluer. Donc les autocollants, c'est les choses qu'on peut voir justement sur cette partie-là. On voit donc là les différentes évolutions de scénarios. Donc là, scénario 1, scénario 2, etc. Et en fait, ça, on vient les coller sur notre map physique pour justement voir un petit peu l'évolution. Vous avez aussi la possibilité de récupérer ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vignettes amovibles et le plan de la ville. C'est-à-dire que on a une map qui est intégrée directement dans ce pack avec les plans ici. Ça, c'est un truc qui fait dans les 7 ou 8 euros. Voilà, un petit truc à ajouter un petit peu en plus. Et qui permet tout simplement d'avoir des vignettes. Là, on peut voir qu'il y en a tout un tas qui sont collés, puisque en fait, on a déjà fait des parties avec des amis. Donc du coup, j'ai déjà fait l'aventure. Pas complètement, mais une partie. Et donc, on a déjà des vignettes qui sont collées. L'intérêt de ça, c'est que comme ce sont des vignettes repositionnables, et bien en fait, là, mon plateau de jeu, on le voit pas très bien, mais en fait, là, on a pas mal d'icônes qui ont déjà été collées sur le plateau. On peut venir les décoller pour le remettre à neuf. Entre nous, à 7 euros, je trouve que c'est plus intéressant de racheter le set de vignettes ici pour remettre à zéro, avoir une nouvelle map, parce qu'il est vendu avec une map, avoir une nouvelle map et des nouveaux items à coller. Comme ça, on le recommence. Pour autant, pour cette suite de vidéos, je me suis dit que j'allais utiliser plutôt l'application Gloomhaven Secretariat qui permet d'avoir justement l'évolution de la map de manière, on va dire, virtuelle, ainsi que la gestion des monstres, des cartes, etc., etc. Ça nous fait moins de manipulation et ça permettra de fluidifier justement le montage de cette vidéo pour vous proposer une campagne complète qui ne va pas faire 48 heures de jeu parce que c'est un jeu qui, malgré tout, peut être très long et très chronophage. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette première vidéo et si la suite vous intéresse. Pour l'instant, je suis un peu en mode, on va dire, apprentissage tuto, mais je pense que au fur et à mesure des scénarios, on va aller un peu plus vite, parce que ça y est, là, on a vu, on va dire, les bases du jeu, et on aura une meilleure maîtrise pour les prochains scénarios. Merci à tous, à très bientôt.